Personne peut tester le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez aimer, vous pouvez détester, tout le monde s'en fout. Mais vous pouvez pas tester. Qualifier Tolkien de père de la fantasy, c'est au mieux discutable, mais n'empêche, c'est un daron. Difficile d'échapper à son influence. Dans la littérature, mais aussi le jeu de rôle, le jeu vidéo, le cinoche, les parodies, bref, l'imaginaire collectif. One of the 20 legendary rings of power would be best. One to bring them all and in the darkness bind them. Right. And then I'll have to run barefooted to the top of a volcano. Du coup, on est en droit de se demander, vu que ces histoires pèsent autant, au final, elles racontent quoi en fait? Ces bails de magiciens légendaires, ces forces ancestrales et ces 12 000 personnages humanoïdes à nom de médicaments, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Hail Denethor, son of Exelion, Lord and Steward of Gondor. The what now? Est-ce que c'est juste cool? C'est épique, ça fait rêver et c'est beau comme tout, puis voilà. Parce que si ça se trouve, ok, ça parle d'un autre monde, mais cet autre monde, et si c'était le nôtre? Ça a l'air de tracasser un paquet de gens depuis un bail, et faut dire qu'en creusant, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. T'as un bouquin qui sort en 1954, dont le contexte est une guerre impliquant à peu près toutes les nations, dans un monde ressemblant peu ou prou à une Europe médiévale. Une menace, déjà vaincue par le passé, nous vient de l'Est, prête à envahir de manière implacable les royaumes de l'Ouest. Un comeback en force que beaucoup ont refusé de voir venir, lui permettant de gagner en puissance avant qu'il devienne inévitable. Certains traversent l'océan pour rejoindre une contrée plus à l'ouest encore. Certains anciens alliés cèdent à l'influence de l'ennemi jugé inarrêtable et collaborent avec lui pour asseoir leur propre autorité. Les peuples doivent s'allier pour contrer l'axe du mal. Et au milieu de tout ça, une course effrénée pour un pouvoir incommensurable qui doit à tout prix ne pas tomber entre de mauvaises mains. Un pouvoir si terrifiant, si absolu que nombreux sont ceux à refuser d'y avoir recours, même s'il leur garantirait la victoire. Force est d'admettre qu'avec toutes ces coïncidences, le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale fonctionne étonnamment bien. Alors du coup, c'est bon, on a craqué le code, on a trouvé la soluce pour débloquer la signification cachée. C'était donc ça, le sens de tout ce merveilleux bazar. Oh, si seulement c'était si simple, parce que, camarades, je vous garantis que là, on n'est pas sorti du poney fringant. Alors bon, effectivement, on peut voir le Seigneur des Anneaux comme une Seconde Guerre mondiale redessinée au papier calque de l'heroic fantasy. Mais autant on peut s'émerveiller, là où ça se superpose assez bien, autant on doit se questionner sur le dessin global. The real war does not resemble the legendary war in its process or its conclusion. If it had inspired or directed the development of the legend, then certainly the ring would have been seized and used against Sauron. He would not have been annihilated, but enslaved, and Barad-dûr would not have been destroyed, but occupied. In that conflict, both sides would have held hobbits in hatred and contempt. They would not long have survived even as slaves. La personne qui ici paraît trouver que si allégorie il y a, elle n'en est pas une très bonne, ou en tout cas lui il aurait pas fait comme ça, il a des arguments de poids, au premier chef desquels c'est J.R.R. Tolkien lui-même. À ne pas confondre avec Guerrero qui écrit aussi de la fantasy mais avec nettement plus de cul. Hot fantasy that fucks. À la question de savoir si c'est une métaphore, un symbole, sa réponse c'est en gros I must quite frankly express my profound yet polite negation of your clever and nevertheless somewhat false assumption, my dear. And if you'll excuse me, I'm now going to Brexit this conversation. Qui est ce que j'imagine être la façon dont les Britanniques disent no. Et vous fatiguez pas à chercher qu'est-ce que c'est si c'est pas la Seconde Guerre mondiale, car il ajoute I cordially dislike allegory and all its manifestations, and I've always done so since I grew old and wary enough to detect its presence. Je peux maintenant terminer la vidéo en vous renvoyant sur notre Tipeee, tellement ça a le mérite d'être clair. Oh, is it? Parce qu'attendez, ça veut dire quoi ça, j'aime pas les allégories, cordialement des bisous? Nous on est là, en fait, nanani, ça symbolise des trucs, je sais pas quoi, et... alors qu'en fait, c'est juste une histoire. Une histoire comme ça, sans queue ni tête, rien à voir avec nous et notre monde. Aucun lien, je suis fils unique. Ah,
Il aurait coupé tous les ponts avec la réalité, justement pour nous permettre de nous évader dans un ailleurs, un autre monde. Eh ben oui, parce que la vie est une chienne, Dieu est mort et nous ça va pas tarder, et puis rien n'a de sens, Hayley Atwell a déjà un mec et j'ai oublié de racheter du café. Du coup, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, et ça c'est chiant. This is Evelyn, my wife. Hello, Evelyn, my wife. Hello, Talking Donkey, how are you doing today? Don't get me started. Donc on a besoin de s'échapper, filer comme le vent, tel Grippoil, dans des territoires imaginaires peuplés de fantasmagories et d'aventures, sans l'ombre de ces tracas dont on ne manque pas IRL. I forgot about it for years, but then I remembered that Avatar, the giant international blockbuster, used the papyrus font as its logo. Dans cette optique, on se dirait que moins ça nous rappelle notre monde, plus cette quête est accomplie. Alors quand on veut oublier nos tracas quotidiens, c'est pas pour qu'on nous rappelle la putain de Deuxième Guerre mondiale. Surtout quand ton tracas quotidien, c'était la putain de Deuxième Guerre mondiale pas plus tard qu'hier. Tolkien assumait effectivement l'évasion comme une fonction des contes de fées par exemple. Par contre, détrompez-vous, il était moyen saucé par l'usage qui est souvent fait du concept. Mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer. Ne peut-on pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête? Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. In using escape in this way, the critics have chosen the wrong word, and what is more, they are confusing, not always by sincere error, the escape of the prisoner with the flight of the deserter. Si vous troquez vos soucis pour un road trip dans les terres du milieu, je suis pas persuadé que vous gagnez au change. Même en admettant que les angoisses qui vous poursuivent soient plus existentielles que vos factures ou John Maxence qui vous submerge d'heures sup non payées, est-ce que, vraiment, le Seigneur des Anneaux, c'est le meilleur plan pour arrêter de penser à la mort, à la souffrance ou à vos responsabilités ? Everything that's wonderful is sure to come your way when you're in love to stay. Évadez-vous. Bref, les récits de Tolkien vous proposent effectivement un voyage inattendu dans un horizon lointain, mais c'est pas le Club Med. Si ce que vous cherchez, c'est vous anesthésier avec ces bouquins, vous aurez meilleur compte à vous en mettre des grands coups sur la gueule. C'est édité chez Plomb. La vertu thérapeutique, consolatrice de la littérature, on va en librairie, on va acheter un livre pour se consoler du monde. C'est une idée très lâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille dans un bureau, on est tyrannisé par son chef, on en bave, et qu'est-ce qui se passe? Après, je vais aller en librairie, et puis je vais me consoler de tout ça, et la littérature, elle serait là pour vous dire, ben non, finalement, on va vous prendre sous votre épaule, et puis on va un peu réparer les bobos que vous a fait finalement le management, et hop, après, dès le lendemain matin, vous allez repartir à la casse. Tolkien n'a pas conçu ses récits pour nous coucouner, et au contraire, pour nous plonger dans des événements tragiques, dont les protagonistes semblent ne jamais pouvoir triompher avant un salut inespéré. Une résolution qu'il nommait E-catastrophe, en gros une bonne catastrophe, dont il prenait comme exemple, entre guillemets, réel, l'incarnation de Jésus. C'est un peu comme dans les dessins animés de Don Bluth, qui, au lieu de ménager les bambins, les tourmentent un max afin que la résolution n'en soit que plus puissante. L'idée commune aux deux hommes qu'une lueur d'espoir rayonne d'autant plus qu'on a arpenté les ténèbres les plus profondes, on peut peut-être en chercher les racines dans leur foi religieuse. In the same way, these critics, to make confusion worse, and so to bring into contempt their opponents, stick their label of scorn not only onto desertion, but onto real escape, and what are often its companions, disgust, anger, condemnation and revolt. Tolkien revendique bien une démarche d'évasion, pas pensée comme une fuite, mais comme un fervent désir d'autre chose. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Il faut aussi noter que Tolkien se résume pas à la bonne bouille tranquille de Papy Werthers original qu'il arbore sur les photos. Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Ok, Boomer.
Regardez-moi cette bonne bouille là, regardez ça comme il a l'air sympa là. T'as trop envie de partager un bon scotch au coin du feu en lui demandant « Dis-moi, John Ronald Rebel, raconte-moi pourquoi votre reine, elle, possède la plupart des signes de votre beau pays. » Hein? What the fuck avec ça? Sérieux, c'est quoi le... Ou alors, il pourrait vous parler d'autres trucs, peut-être moins marrants. Ben ouais, parce que Papy Gâteau, niveau guerre mondiale, peut-être il grattait de l'elfique pendant la deuxième, mais il avait déjà fait un tour de manège. Et il a même un peu vomi. Faire un petit somme dans les tranchées pendant 1 an, ça a de quoi vous donner quelques cauchemars. L'influence de cette expérience dans les écrits de Tolkien est assez évidente et documentée. Son premier texte situé dans les terres du milieu, Fall of Gondolin, il l'a commencé en convalescence après avoir chopé une bonne vieille fièvre des tranchées. Il y raconte notamment la destruction d'une ancienne civilisation elfique par un ennemi décrit à la manière de machines implacables. Alors quoi, en cherchant notre allégorie, on s'était trompé d'opus? C'était pas ma guerre! Tout ça, c'était des métaphores de la Grande? Mais pourtant, Tolkien, il a dit que l'allégorie, c'était pas sa cup of tea. Peut-être simplement qu'on se pose pas les bonnes questions ici. Encore une fois, même la chute de Gondolin, écrite quand il était encore dans le jus et qui transpire la bande moltière trempée, ça n'en fait pas une allégorie. Et c'est pas pour autant qu'on peut nier l'influence de ce qu'il a vécu dans la Somme. Un trauma comme ça vous change un bonhomme à un niveau fondamental. Quand bien même un auteur en aurait pas conscience, voire le nierait. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! De toute façon, ça tombe bien, parce que Tolkien, il dit pas le contraire. The First World War had both a broad and specific impact on Tolkien's writing. When you look at Tolkien's writings in the First World War in detail, you can be struck by all kinds of really curious comparisons. One of the most interesting I found is between the ringwraiths, the Nazgul, and artillery shells, the sound of artillery shells. So I think that these terrors are kind of knitted into a completely mythological, gothic effect that Tolkien wanted to use in The Lord of the Rings. An author cannot, of course, remain wholly unaffected by his experience, but the ways in which a story germ uses the soil of experience are extremely complex, and attempts to define the process are at best guesses from evidence that is inadequate and ambiguous. C'est un truc qu'on comprend parfois de traviole. Vous savez, comme au lycée, quand on se marrait. Lol, la prof de lettres, elle dit ouais, l'auteur, il écrit la chaise est bleue, c'est pour représenter la mélancolie. Alors que l'auteur, en vrai, il voulait dire que la chaise, elle est bleue, lol. Ah, you see that jerk? Je parle à l'imparfait, parce que moi aussi, j'ai été comme ça, hein, mais c'était il y a fort longtemps. Ok, boomer. Déjà, faut comprendre qu'écrire, c'est pas un processus 100% conscient, en mode je vais coder mon message en HTML. Même en étant en maîtrise de ce qu'on fait, il n'y a pas une science exacte de la puissance évocatrice, et t'es pas là à copier-coller du sens dans la tête des gens. Les histoires nous dépassent tous, y compris ceux qui les écrivent. It's one of the most famous scenes in all of your movies, I'm sure. Now, look, I don't mean to make too much of this, but I will ask you a question. Your father was a computer scientist. Your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate? That's a very good question. I like that. You've answered the question. They make music on their computers, and they are able to speak to each other. And you see, I'd love to say, you know, I intended that, and I realized that was my mother and father, but not until this moment. Tout comme il n'y a rien d'étonnant à ce que les scènes de fièvre de Frodon soient venues à l'idée de quelqu'un qui a subi celle des tranchées. Un même Frodon qu'il imaginera sortir de pareils événements avec quelque chose de proche d'un trouble de stress post-traumatique. We set out to save the Shire, Sam. And it has been saved. But not for me. Chaque jour, j'y pense. Je me réveille, je sais plus où je suis. Je parle plus à personne. Des fois, toute une journée,
D'ailleurs, certains des parallèles qu'on avait dressés avec la Deuxième Guerre mondiale fonctionnent aussi avec la Première, parce qu'il n'y a pas besoin de chercher des métaphores plus ou moins habilement cachées pour se dire qu'un auteur anglais de cette période aura imaginé un simili Moyen-Âge plutôt européanisant, où les protagonistes partent plutôt de l'Ouest, tandis que la menace sera instinctivement plutôt représentée à l'Est. Même à des niveaux plus abstraits, le contexte qu'a vécu ce même auteur aura sans doute facilité sa vision des hommes comme corruptibles et les leaders de leur nation comme ayant sombré dans le camp du mal, surtout venant de celui qui écrira « Gentlemen are non-existent among the superiors, and even human beings are rare indeed. » Y a pas besoin d'y voir une métaphore, et c'est pas parce que ça n'en est pas une que ça n'y est pas pour quelque chose. On écrit d'où on est. Ce qu'on fait avec une métaphore, c'est prendre une image pour représenter quelque chose d'autre. She's what kept my hammer. And these are not the hammer. Une allégorie, c'est un peu pareil, mais à l'échelle de toute une histoire, un peu comme un système de métaphores cohérentes entre elles. C'est un truc qui est utilisé en peinture par exemple, parce que c'est vachement pratique pour représenter graphiquement des idées abstraites qui ont pas de forme. Genre, comment tu fais la justice ? Alors voilà, tu fais une nana, elle a les yeux bandés parce que la justice est aveugle, comme on dit, elle est impartiale, quoi. Puis elle a une balance pour peser tout ça, et une épée pour trancher, pour sanctionner. Et ma hache. Alors par contre, ça implique que faut avoir des clés de décryptage, sinon tu peux pas vraiment piger l'œuvre. The hammer is my penis. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que tout le monde a à peu près intégré ses clés, si tu veux représenter la justice, eh ben tu fais cette meuf, et c'est bon, tout le monde a compris. En dessin de presse, c'est la base. C'est pour ça que d'ailleurs un type comme Plantu, ça se sent qu'il fatigue, hein, parce que ses dessins, on comprend plus rien, ou pas immédiatement, et les éléments, c'est pas très clair comment ils fonctionnent entre eux. Et quand on bite rien à une allégorie, ça a plus grand intérêt. Appliqué à toute une histoire, la forme simple, ça va être une fable. La fourmi, c'est celle qui bosse dur, la cigale, c'est une putain de hippie qui en fout pas une. Après une journée de boulot où t'auras pas encore bossé, tu peux pas empêcher tes mains de s'agiter. T'as pas €1 ou 2 pour la 8 Eastman. Cool, demain matin on n'a pas cours de bioman. J'ai crevé mon scooter, faudra changer sa romane. Et faut bien piger les symboles, parce qu'à la fin t'as une morale qui est censée s'appliquer dans la réalité. De prison à vie sans eau. Là encore c'est fastoche, hein, mais dans d'autres cas, comme les paraboles religieuses, qui remplissent le même rôle d'illustration morale, c'est tout de suite plus cryptique. C'est pour ça que t'as des lettrés qui poncent le même bouquin depuis des siècles pour t'en faire l'exégèse selon une doctrine, etc. He goes to see the Rabbi Nachman. Is the answer in Kabbalah and Torah? Or is there even a question? Tell me, Rabbi, what can such a sign mean? So, what did you tell him? Is it relevant? Well, isn't that why you're telling me? It sounds like you don't know anything. Why even tell me the story? I want an answer. Sure, we all want the answer. Why does he make us feel the questions if he's not going to give us any answers? He hasn't told me. I much prefer history, true or feigned, with its varied applicability to the thought and experience of readers. I think that many confuse applicability with allegory, but the one resides in the freedom of the reader, and the other in the purpose domination of the author. Et en vrai, ça, déjà c'est assez humble, c'est cool, hein, force à toi, heureux, et ça répond à pas mal de problématiques qu'on aborde régulièrement sur la chaîne. Et ouais, il y a comme un genre de cohérence, vous voyez, les vidéos se nourrissent entre elles et tout, t'as vu? Je vais pas faire mon plénel en disant abonnez-vous. On a déjà dit, sur Zootopia notamment, que c'était peut-être pas plus mal que ça soit pas A égale grosse métaphore de B. Après, c'est une question d'attente personnelle, hein, mais on trouve ça quand même plus riche que des dystopies à la con, ou genre... ah là là, c'est un monde où c'est un algorithme qui est implanté dans la tête des gens et qui les contrôle. C'est un peu comme si c'était une métaphore des réseaux sociaux. Tu la sens, ma grosse intelligence! Mais à l'inverse, t'as des gens, et Dieu sait qu'on en a en commentaire, et Dieu sait que c'est fatigant, qui comprennent juste pas qu'une œuvre, même si elle se passe dans un monde imaginaire, et quand c'est pas une allégorie stricte, genre une fable, ça a du sens. Ça dit quelque chose. Et même plein de choses en fait, et à plein de niveaux. Une histoire n'est jamais juste une histoire. Ou alors, si vous préférez, être juste une histoire, c'est plus que ce que vous semblez croire.
Comprenez que je parle de mythologie, monsieur Hipkiss. Ceci n'est qu'un morceau de bois. Mais votre bouquin! C'est là où Tolkien y met le doigt sur un truc en parlant d'applicabilité, ou de pertinence, comme on dirait en bon français. Baguette. Les histoires, les bonnes histoires, ont une pertinence sur des thématiques, des émotions, des valeurs, etc. Elles évoluent dans un monde secondaire, comme il les appelait, qui doit avoir sa propre cohérence, et qu'on peut donc pas calquer tel quel sur le nôtre. Un truc très facile pour comprendre ça, c'est Roger Rabbit. Les toons, c'est des citoyens de seconde zone qui sont utilisés dans le divertissement, le cinéma notamment, et qui doivent vivre à part. The best part is, they work for peanuts. Bon ben par exemple, le club dans Roger Rabbit, il est basé sur le Cotton Club de la vraie vie, où les noirs venaient faire le service ou des numéros, mais l'entrée était réservée aux blancs. Là ici, c'est les toons qui font show pour une clientèle exclusivement humaine. Ah bah du coup, dans ce cas, les toons c'est une allégorie des noirs. Oui, sauf que c'est aussi inspiré de la période où les homosexuels bossaient dans le showbiz et à Hollywood, où ils étaient mis à l'écart mais plus ou moins couverts. En fait, c'est un film qui nous parle basiquement de ce que fut le Hollywood d'une certaine époque. Ça peut être à la fois les gays et les Afro-Américains. Il y a cette idée qu'effectivement ils sont colorés, ils sont bruyants, ils sont voyants, mais en même temps ils sont drôles, et on les protège tout en les cachant. Mais alors du coup c'est une allégorie duquel? Eh ben les deux mon capitaine, et ni l'un ni l'autre, et d'autres trucs. Et vice-versa. Le fait d'être dans un monde secondaire n'empêche pas les histoires de taper juste à un niveau qui dépend pas des trucs très contextuels de notre réalité. Mieux, pour ce qu'on appelle justement en français les littératures de l'imaginaire, genre la SF ou la fantasy, les anglophones parlent parfois de littérature spéculative. C'est justement cet aspect spéculatif qui permet d'évoquer des choses plus fondamentales, puisqu'elles explorent des possibles autres que, disons, notre histoire, notre société, notre actualité, etc. Et y compris quand c'est pas intentionnel, contrairement à Roger Rabbit, où là c'est très clair. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des fois on présente Winnie l'ourson comme une allégorie des troubles mentaux. Porcinet, c'est l'anxiété, Tigrou, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, Bourriquet, la dépression évidemment. Hello, Talking Donkey, how are you doing today? Et Winnie, Winnie il cumule un peu avec des problèmes d'addiction, troubles alimentaires, il y a plusieurs possibilités. Bon, vous vous en doutez peut-être, c'est pas du tout la perspective de l'auteur, ça serait même assez anachronique d'imaginer ça. Pour autant, ça marche hyper bien, au point que ça sort dans des paplards scientifiques. Alors voilà, le gars, il a caractérisé des personnages d'une certaine façon, et il a tapé juste. Ça évoque des trucs assez pertinents sans avoir besoin d'adapter volontairement une liste de catégories psy qui était même pas encore théorisée. Si vous voulez à tout prix reprendre ce terme de Tolkien, applicability à la sauce Google Trad, et oui, effectivement, ça s'applique. Ça veut surtout pas dire que c'est applicable à tout ce qu'on veut, et que tout se vaut, et qu'on peut l'interpréter de toutes les façons. Si vous dites par exemple que Winnie c'est d'une certaine façon body positive, bah oui, ça se tient. Mais si vous dites que c'est une apologie de, je sais pas, le virilisme, non, là ça tient pas l'analyse. Mais en effet c'est varié, et contrairement à l'allégorie pure, y a pas forcément besoin de ces clés d'interprétation sans quoi tu passerais à côté. D'autant que, comme disait Toto avec sa liberté du lecteur contre la domination de l'auteur, ça va avoir du sens, y compris de personne à personne ou d'époque à époque. Pour revenir au Seigneur des Anneaux, par exemple, ça a grave tourné dans la génération hippie. Et ça me fait juste trop marrer d'imaginer ce bon vieux Tolkien au milieu de ces gens qui lui sont en tout point dissemblables, et qui pourtant se retrouvent dans son œuvre. Va te laver, hippie! Mais parce qu'à un moment donné, une fois qu'il a lâché son travail, si maniaque soit-il dans la nature, il ne maîtrise plus qui ça va toucher. Alors les babos là, il aurait eu beau leur dire Antoine va te faire couper les cheveux, et eux ils ont quand même été là, waouh, il y a de la magie, du merveilleux, c'est un peu éthéré, et ça a peut-être été écrit par un Cato 2000, ça évoque une espèce de mystique néo-pagano-mytholo-ancestral, et ça leur parle. Et c'est pas juste qu'ils sont venus squatter en mode sitting kumbaya dans les terres du milieu, cette contre-culture a contribué à pérenniser le succès des bouquins et à passer le flambeau. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites des gosses, hein, Papa Tolkien il savait pas comment ses rejetons spirituels allaient tourner. Non mais oh!
Comment tu parles de ton père? Mais si cette génération s'est retrouvée dans les œuvres d'un père peinard british né à la fin du 19e siècle, c'est pas juste parce qu'ils ont tripé à cause de la drogue. Et t'es coupable d'avoir par exemple fumé le shit? Les gens ils fumaient pas le shit à ce moment-là, hein. Ferme ta gueule. C'est on ne peut plus clair par bien des aspects, Tolkien peut aisément être qualifié de conservateur. Avec l'omniprésence de sa sensibilité religieuse, son ton épiquement wagnérien, son appel à un imaginaire de roi glorieux et ses catégories au ressort assez racialiste, il est attendu que ça titille la fibre de crypto-fafillon nostalgique d'un ancien temps fantasmé. D'autant que, pour le coup, son Moyen-Âge y fait pas semblant d'être fantasmé. Les aspects proprement réactionnaires et datés de sa prose ont été à juste titre notés par d'autres auteurs de fantasy ancrés plus à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, comme Shane Amiéville qui qualifiait ses dialogues d'opéra sans musique. The stories are structured by moralist abstract logic, rather than being grounded and organic. Tolkien wrote the seminal text for fantasy, where morality is absolute, and political complexities conveniently evaporate. Battles are glorious, and death is noble. The good look the part, and the evil are ugly. Elves are natural aristos, hobbits are the salt of the earth, and, in a fairyland version of genetic determinism, orcs are shit by birth. This is a conservative hymn to order and reason, to the status quo. Si Jeanne Flamberge, avec son croisé en photo de profil, peut légitimement réclamer ses droits sur l'univers de Tolkien, il est à nous! À nous! Par quelle sorcellerie Jean Alluvion, son ennemi juré, passionné de chamanisme homéopathique des Andes, pourrait-il être également fondé à le faire? Ils nous l'ont volé! L'un des deux a forcément compris Tolkien de travers. Ou pas en fait. Est-ce vraiment si étonnant que des activistes aient été touchés par le Seigneur des Anneaux, préférant ce Ronald à un autre, quand bien même leur auteur aurait été étranger aux catégories écologistes modernes? Déjà, il faut noter que plaquer sur Tolkien un homme de paille caricatural de conservatisme n'éclaire pas de manière très utile les thématiques qu'il aborde. Tout comme la contre-culture des années 70 avec laquelle il est entré en résonance n'est pas un monolithe, qui me permet certes toutes ces vannes faciles sur les babos, avec les potes on n'a pas trop d'argent mais on compte payer les gens en sourire, en bonne humeur. Mais va du militant écologiste radical anti-guerre du Vietnam, prêt à se faire gilet jauné pour les droits civiques, au néo-païen New Age d'une secte random, dont l'héritage se retrouvera autant dans les milliardaires libertariens de la Silicon Valley fans d'Ayn Rand, que dans des serial killers à croix gammée sur le front ou dans la culture geek elle-même, de la même manière que Greenpeace a pu invoquer le Seigneur des Anneaux, des campagnes antinucléaires en France ont pu détourner Astérix. Un petit Gaulois et son village qui résiste, pouvant faire autant figure de ZAD contre le rouleau compresseur des chantiers industriels que de références nationalistes en recherche d'héritage. Le Gaulois, réfractaire au changement. La fantasy a toujours porté une critique de la modernité industrielle, organique à son recours à un passé légendaire. Dans cette même optique, l'un des précurseurs du genre et autre passionné du Moyen-Âge ayant influencé Tolkien est William Morris, un écrivain socialiste libertaire, défenseur de l'environnement. Et bien qu'exprimés sous des angles différents, ils ont cette défiance en commun. Dans Le Seigneur des Anneaux, toujours, les protagonistes sont, je ne vous apprends rien, les hobbits, et de loin les personnages à qui vont naturellement sa sympathie. Leur civilisation entière ressemble à une version plus courte sur pattes de la campagne traditionnelle anglaise, où ils passent leur temps à vivre leur meilleure vie, à savoir fumer des pipes à base de tranquillade, bouffer des trucs sans trop se péter le dos au boulot, et se préoccuper de pas grand chose à part la famille qui leur pique l'argenterie. Et comme Tolkien lui-même au moment de la Première Guerre mondiale, les voilà catapultés depuis leur îlot de paix dans un vaste monde aux enjeux qui les dépassent. If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Fin de la récré, les voilà rattrapés par un univers dont ils font partie quel que soit leur effort pour l'ignorer. La guerre, le mal, les gens sont merdiques et les forces en présence aussi diverses que difficiles à concilier. Le lourd tribut à payer pour troquer sa vie plan-plan pour l'aventure. I'm going on an adventure!
Par opposition au paisible mode de vie jugé, certes un peu naïf mais fort sympatoche des brave country folks de la comté, l'horreur surgit de la modernité. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Les forêts tomberont. Un nouvel ordre naîtra. Nous mènerons la machine de guerre avec l'épée et la lance, et la poigne de fer des orques. Tolkien est profondément ce monde industrieux, qu'il a découvert avec effroi non seulement dans la première guerre industrialisée, mais aussi dans les villes laborieuses qui l'ont arraché à sa campagne pour mener ses études. I don't want to go to Birmingham. Ronald. Cette modernité industrielle salit la nature et aliène les hommes. Ces armadas d'orques affairés sont des elfes réduits en esclavage. Aux masses ouvrières abruties par le labeur, ils préfèrent le fantasme des good common English folks aux ambitions simples et aux valeurs du même tonneau. Car si les hobbits sont un recours dans cet univers mondialisé, c'est justement parce qu'ils ne sont pas tentés par lui. Pour Tolkien, ils portent en eux naturellement des vertus supérieures aux pourtant bien plus puissants magiciens et autres elfes centenaires. Hi, I'm Harry Potter. What do you do? I make pots. That's not magic. Well, maybe not to you. Justement trop puissants pour user de l'anneau sans faire encourir un risque majeur à toute chose, too big to fail qu'ils sont. Une fascination pour les valeurs soi-disant intrinsèques des vrais gens simples de la vraie vie simple qu'a pu invoquer autant le Vichy de la Terre, elle ne ment pas, que d'une manière diamétralement opposée un socialiste comme Orwell qui postulait la common decency, un genre de bon sens inhérent aux classes populaires que leur mode de vie rendrait naturellement bon, simple, solidaire et immunisé au dévoiement des puissants. Cette décence ordinaire n'est pas seulement innée, elle tient à des conditions sociales qui sont dégradées, métamorphosées par l'ère de la technique, du capitalisme triomphant et du totalitarisme. Et de fait, les gens ne peuvent plus cultiver cette décence ordinaire dans ce monde-là. En définitive, et en dernière analyse, comme dirait Frédéric, j'y reviens toujours. Si Tolkien n'avait pas non plus de sympathie pour les idéologies socialisantes ou progressistes de son époque, c'est également au nom de sa défiance envers la modernité, l'industrie et le progrès justement qui y étaient associés. Par ailleurs, si Tolkien se repose sur un registre épique hérité des légendes, au moment de bravoure, il adjoint la noirceur et le tragique des conflits. On le rappelle, ces visions sortent de l'esprit d'un rescapé d'une sale guerre qu'il a confronté dans les bienfaits d'un mode de vie plus tranquille. Alors oui, si l'évocation de grands héros au sang pur peut faire vibrer les nostalgiques des croisades, I covet only one thing: honor and victory! Wait, verily, that is two things. Une force à même de cueillir les antimilitaristes se dégage tout autant du Seigneur des Anneaux. Jeanne Flamberge et Jean Alluvion, malgré leurs divergences, y trouvent logiquement tous deux leur compte. Juste, pas le même. See, there are layers to this discussion. Complexities even. It can be a story about denying a woman her own self-actualization, while at the same time being a touching tale about empathy and forgiveness. It can be both. Internet. Jusque dans un sujet comme le pouvoir, le Seigneur des Anneaux apporte bien d'autres thèmes à qui ne se limiterait pas au seul recours à un imaginaire monarchiste, plein de dynasties de sages aristocrates et de droits du sang qui fait naturellement des despotes éclairés même 15 générations après. My political opinions lean more and more to anarchy, philosophically understood, meaning the abolition of control, not whiskered men with bombs, or to unconstitutional monarchy. I would arrest anybody who uses the word state in any other sense than the inanimate real of England and its inhabitants, a thing that has neither power, rights, nor mind. And after a chance of recantation, execute them if they remained obstinate. Government is an abstract noun meaning the art and process of governing, and it should be an offence to write it with a capital G or so to refer to people. C'est un peu la thématique centrale, hein. Vous savez, l'anneau de pouvoir. Car dans le Seigneur des Anneaux, donc, le pouvoir, c'est pas pour vouloir caricaturer, mais c'est un peu une belle saloperie. Cast it into the fire! Non.
Un pouvoir au sens très général, littéralement incarné dans une breloque de merde qui brille, à la densité thématique à même d'aspirer à elle pouvoir politique totalitaire, richesse d'un trésor précieux ou même le pouvoir de faire le bien. En fait, toute forme de pouvoir que vous pouvez imaginer. L'anneau, lui, paraît être de manière évidente, rien que dans son nom pour le coup, une métaphore pure du pouvoir. Mais même lui est un signifiant creux puisqu'il symbolise tous les pouvoirs et aucun en particulier. Chez Tolkien, il n'y a pas de quête vertueuse du pouvoir. Le pouvoir doit être détruit. We cannot use it. You have only one choice. The ring must be destroyed. There is only one bright spot, and that is the growing habit of disgruntled men of dynamiting factories and power stations. I hope that, encouraged now as patriotism, may remain a habit. But it won't do any good if it is not universal. Le mal fondamental dans Le Seigneur des Anneaux, malgré son recours à des notions de race et ses discours légitimistes, n'est pas une personne ou un groupe de personnes, c'est une notion désincarnée. En fait, pour Tolkien, c'est pas ce qu'il y a dans l'anneau qui compte, c'est ce que ça fait ressortir chez les gens. Cet anneau, en fait, c'est un test de Rorschach. Tout le monde y trouve ce qu'il y apporte. Et c'est ça la force de Tolkien. Bien que son récit prenne racine dans une terre du milieu imaginaire, peuplée d'elfes, d'orques ou de trolls, il nous parle de nous les hommes, ceux après quoi on court. L'anneau, ça peut être l'argent, l'amour, le pouvoir. Et au final, Sauron n'a pas de corps parce qu'au fond, Sauron, c'est tout ce qu'on veut. Ainsi, pas étonnant qu'au-delà de son imaginaire de royaume old school, l'apologie faite par Tolkien des petites communautés à la gouvernance diffuse, couplée à un amour passionné pour la solidarité, la camaraderie et la fraternité, qui lui vient peut-être des puissants liens tissés dans son club étudiant, puisse aussi séduire un public peu friand de ces icônes royalistes. Des icônes certes réactionnaires, dont il avait une approche en fait assez cohérente avec sa vision du pouvoir. Not one in a million is fit for it, and least of all those who seek the opportunity. Grant me a king whose chief interest in life is stamps, railways, or racehorses, and who has the power to sack his vizier, or whatever you dare call him, if he does not like the cut of his trousers, and so on down the line. But of course, the fatal weakness of all that, after all only the fatal weakness of all good natural things in a bad, corrupt, unnatural world, is that it works, and has only worked when all the world is messing along in the same good old inefficient human way. Postulant à rien, si ce n'est la tranquillité et la souveraineté, pourtant apte à se soulever contre le joug de Saruman avec ses compagnons que Tolkien prêtait à l'évasion, le dégoût, la colère, la condamnation et la révolte. Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Le Seigneur des Anneaux n'est pas une allégorie de la Seconde Guerre mondiale, pas même de la première que son auteur a pourtant vécue. Elle n'est pas une allégorie du bon temps des monarchies au sang bleu, pas plus que du communisme libertaire, du conservatisme réactionnaire ou de l'écologie radicale, des hiérarchies racialistes ou de la solidarité internationale. Ce qui n'empêche qu'il porte un peu tout ça en lui. Comme toute œuvre qui a beaucoup de sens, il n'en a pas qu'un seul. Il est polysémique. Des générations entières s'en sont emparées avec des enjeux et des problématiques très diverses. Vous vous en êtes aussi emparé lorsque vous l'avez lu, l'avez discuté et fait vivre. Et c'est le cas même si vous ne l'avez jamais lu, puisqu'il est si présent dans nos imaginaires communs. Lorsque Peter Jackson a réalisé la tâche titanesque de l'adapter à l'écran, c'est ce qu'il a fait, à sa manière, en faisant des choix qui vous ont plu ou déplu, qui l'emmenaient forcément dans un sens ou dans un autre, un sens qu'il a voulu donner à tout ça. Comme ce vieil homme lors d'un dîner à Rotterdam en 1958 qui usait de ce monde imaginaire pour décrire en ces termes le monde dans lequel il vivait bel et bien. I look east, west, north, south, and I do not see Sauron, but I see that Saruman has many descendants. We hobbits have against them no magic weapons, yet, my gentle hobbits, I give you this toast. To the hobbits, may they outlast the Sarumans and see spring again in the trees. Cet homme, c'était le même Tolkien qui refusait de voir son œuvre comme une allégorie, ce qui ne semblait pas l'empêcher de faire des parallèles quand ça lui chantait, quand ça lui semblait s'appliquer, être pertinent.
C'est même peut-être justement cette absence d'allégorie qui le permet. Alors pourquoi se priver ? Vous vous souvenez Shane Amiéville, l'auteur de fantasy gauchiste cité plus haut, en train de dunker sur le Seigneur des Anneaux comme un malpropre ? Eh ben... The literary establishment's incoherent critique combines a snobbish disdain for popular culture with an ahistorical philistinism, and there is a left variant of this dismissal, seeing the fantastic as decadent or socially irresponsible. Tolkien refuses the notion that a work of fiction is, in some reductive way, primarily, solely, or really about something else, narrowly and precisely. That the work of the reader is one of code-breaking. That if we find the right key, we can perform an hermeneutic algorithm and solve the book. This is not a plea for naivety, for evading ramifications or analysis, for some impossible and pointless return to just a story. Car comme toute histoire, le Seigneur des Anneaux ne veut pas rien dire, ne parle pas de rien. Je ne connais pas le sens du Seigneur des Anneaux, et vous non plus. Mais j'espère que vous trouvez, vous aussi, qu'il a du sens. Thunder.